croise ses cheveux blancs, mes cheveux blancs et sa barbe blanche. Voilà. Et donc, je suis ravi de vous présenter Jean-Pierre Rosenzweig, qui est un militant associatif très, très engagé. Mon père, parce que ma mère, c'est Sienkiewicz. Ah ouais, c'est pas mieux. C'est toujours signé, de toute façon. Enseignant, ancien président, c'est assez important, parce qu'il a beaucoup œuvré en tant que président du tribunal pour enfants de Bobigny, magistrat actuel honoraire, président d'Espoir CFDJ et de la Vita, coprésident de la commission Enfance, Famille, Jeunesse de l'UNIOFS et membre du bureau du CNPE. Voilà, donc il est engagé depuis longtemps dans son travail sur le système judiciaire. Il a commis de nombreux travaux, de nombreux livres. Il est expert également à l'UNICEF. Il a un blog jprosen.blog. Là, c'est plus facile, hein, rosen.blog.lemonde.fr, où vous pourrez retrouver de nombreux articles. Il y en a, je crois, 850 au moins. Voilà. Alors, donc, j'ai demandé à Jean-Pierre Rosenzweig d'essayer vu son parcours un peu comme René Friedman, qui ont des parcours essentiels et tellement importants, d'essayer de recentrer son propos aujourd'hui autour du droit de l'enfant, les droits de l'enfant, hein, les droits de l'enfant dans l'actualité, je crois, exactement dans l'actualité du débat qu'il est engagé depuis ce matin, quoi, hein. Et je trouve que toutes les questions qui circulent depuis tout à l'heure, voilà, j'espère que tu vas nous aider à repenser quelque chose là-dessus, parce que je crois que, et l'enfant là-dedans, hein, et l'enfant, il est temps un peu d'essayer de l'entendre. Merci. Je ne sais pas si je vais réussir, Dieu seul le sait, qu'il n'existe pas. Mais en vous remerciant de l'invitation qui me permet de vous retrouver, de retrouver René Friedman, moi je ne serai pas là en 2033, je rassure. Non, du tout. Et je vais dire, heureusement, alors maintenant je vais revenir sérieux, enfin quand je plaisante, je suis toujours très sérieux, parce que ça fait quand même 40 ans qu'on tourne autour du sujet. Moi je disais qu'on était en train, il y a 40 ans, René est un peu pour quelque chose, d'autres y sont aussi pour beaucoup, mais enfin de lever un truc dont on ne maîtrisait pas toutes les conséquences, on y est en plein. Il faut suivre. Hein. La démonstration juridique qui nous a été faite tout à l'heure me fait me dresser encore plus les cheveux que j'ai sur la tête. Mais au passage, et pour retrouver la réflexion de René Friedman, on est en train de vivre ce qui est dans l'ordre des choses. Il va falloir que le droit, et depuis Philippe le Bel, c'est le rôle des juristes, j'allais dire, suivre les intuitions politiques. Bon, il faut que le droit suive. Et on voit bien que le droit, c'est pas pour rien qu'il y a toutes les circonvolutions qui ont été restituées tout à l'heure. C'est que la science a accéléré fortement les choses et nous a mis devant un problème qui est un problème fondamental. C'est qu'on n'est plus seulement devant une médecine qui soigne, mais devant une médecine qui crée. Et ça, c'est une mutation fantastique. Et notre droit n'y était pas préparé et il n'a pas les points de repère. Alors il essaye les points. Qu'est-ce qu'il doit privilégier? Les droits à l'enfant? Les droits sur l'enfant, ça, on n'a pas à tort, ou les droits de l'enfant. Est-ce que c'est l'un et l'autre? Est-ce que c'est l'un sur l'autre? Et ça, il ne le sait pas encore. C'est-à-dire que notre société n'a pas encore eu ce débat. Elle est en train de l'avoir en marchant. Et donc, elle se prend du temps en temps, elle se prend les pieds dans le tapis. Elle fait une loi, et 6 mois plus tard, elle vote autre chose. Ce qui a été dit il y a quelques instants. Donc, je vais, dans le temps, vous m'arrêterez 5 minutes avant, hein, dans le temps qui m'est donné, qui est très court, je vais essayer de tenter de répondre à la question qui est posée avec une double légitimité. Moins celle de magistrat, juge pour enfants, mais surtout d'être militant sur les droits des enfants, mais aussi d'être auteur de 2 rapports, co-auteur de 2 rapports. L'un, le premier, en 1987, avec Catherine Labrusse et 3 autres, le premier rapport au Premier ministre sur la bioéthique, et dans laquelle nous disions qu'il fallait que le législateur, c'est-à-dire qu'il s'en mêle, qu'il y ait un débat politique, et c'est important, vous en souvenez, René, par des ministres comme la mienne. Georgina Dufoy disait, tout ça, c'est un problème de vie privée. Et moi, je lui disais, madame, non, c'est pas un problème de vie privée. C'est un problème d'organisation sociale. Il a fallu qu'on se batte les uns et les autres pour dire, bien sûr, il y a des désirs, il y a personnels, il y a la vie privée, il y a des choix personnels, mais derrière, la société, la puissance publique ne peut pas être indifférente, ça ne va pas être la loi.
la loi de la jungle, y compris avec les injustices ou les exploitations, comme vous le disiez, René, qui peuvent se produire. Donc en 87, on pointait l'idée qu'il fallait, dans ce rapport, qu'il fallait savoir légiférer. On donnait quelques points de repère. Et puis deuxièmement, j'y ferai tout à l'heure allusion, avec Dominique Youf, qui malheureusement est décédé depuis, on a commis en 2014 un rapport pour la ministre de la Famille de l'époque qui consistait sur la question suivante: faut-il reconnaître de nouveaux droits aux enfants? Et nous répondions oui, dans l'intérêt des adultes. Et notamment, nous insistions dans le chapitre 5 de mémoire sur les droits au respect et à la prise en compte des différentes affiliations. Voilà. Donc tout ça pour dire que je vais essayer de répondre à la question en disant que force est de reconnaître que c'est récemment, je ne rentrerai pas dans le détail puisque déjà ça a été traité, que récemment, que peu ou prou, sous-entendu, pas complètement, sous nos cieux. On ne peut pas parler de la basse Patagonie, hein. On est en Europe dans un univers judéo-chrétien, plutôt chrétien que judéo d'ailleurs, mais que sous nos cieux a émergé un droit à l'enfant. Il y a 20 ans, à toutes les tribunes, on disait il n'y a pas de droit à l'enfant, il ne peut pas y avoir de droit à l'enfant. De facto, c'est devenu faux. Alors, au risque d'ailleurs de discrimination entre les hommes et les femmes, ce qui était rappelé tout à l'heure, c'est-à-dire que les femmes qui désirent avoir un enfant peuvent accéder à la PMA, alors que les hommes qui veulent être pères ne peuvent pas y accéder. Il y a une discrimination. C'est la raison pour laquelle je résistais sur la PMA de confort et non pas la PMA pour répondre à la stérilité. Parce que je disais, si, dans ces cas-là, au nom d'une égalité, vous faites une discrimination entre les hommes et les femmes, et au nom de quoi les hommes ne pourraient pas être pères quand ils le souhaitent. Bon. Alors, le combat a été rude, il y a encore des résistances, et on l'a dit tout à l'heure, c'est depuis peu seulement que le droit a été reconnu à toutes les femmes, mariés ou pas mariés, pour les raisons qui sont les leurs, stérilité ou autres, d'avoir recours à la procréation médicalement assistée. Sur la GPA, on résiste, mais, et on commence à entrer dans le sujet, il a bien fallu à un moment donné céder. Quand des hommes français vont aux États-Unis, reviennent avec un enfant, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on les inscrit à l'état civil? Ils sont inscrits à l'état civil, au passage, on oublie de le dire, ils sont inscrits à l'état civil américain. Mais est-ce qu'on les inscrit à l'état civil français? Bon, quand la loi ne permettait pas, et ne permet pas qu'il y ait une double filiation paternelle ou maternelle inscrite à l'état civil. Alors, la ministre, à l'époque, a coupé la poire en deux, entre guillemets, c'est pas, bien sûr, c'est pas la bonne expression, c'est pour aller vite, en reconnaissant déjà un droit à un passeport. On ne sait pas lequel a donné du sperme, en fait, de toute façon, comme c'est deux Français, il y a au moins un sperme qui est français. Alors, s'il y a un sperme qui est français, c'est un Français. Oui, les raisonnements, ils sont tirés par les cheveux, mais bon, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Il faut inventer, il faut créer ce que vous avez fait dans l'histoire que vous racontez. Donc, tout ça pour dire que on a vu aussi la Cour de cassation évoluer sur le droit de l'enfant à avoir une double filiation établie sur l'état civil français, mais avec des résistances, je ne peux pas entrer dans les détails puisque je n'ai pas le temps, sous la pression de la Cour européenne de justice. Parce qu'il faut aussi tenir compte de la Cour européenne de justice, c'est pas si simple que ça. Alors, longtemps, l'idée était que tout enfant avait le droit à une famille, a priori la sienne, à défaut une autre. Depuis 1923, au lendemain de la Première Guerre mondiale, par l'adoption, qui était consacrée aux États-Unis, en Grande-Bretagne et en France, pour ne pas laisser les enfants des morts de Verdun, j'allais dire, terminer à l'espace public comme les enfants des putes. Hein. Il faut revisiter l'histoire. Mais on s'est toujours refusé à affirmer un droit à l'enfant. D'ailleurs, l'aurait-on affirmé, comment on pouvait le gager? Alors certains disaient, c'est facile. L'aide sociale d'enfance regorge d'enfants adoptés. C'est bien sûr une méconnaissance des réalités. Il y a 3000 enfants qui sont sans famille pris en charge par l'aide sociale d'enfance quand il y a 15 000 personnes qui veulent adopter. Donc et en plus, ceux qui veulent adopter veulent, et ça se comprend, un enfant de moins de 3 mois, plutôt blanc, plutôt en bonne santé, quand nous disposons en stock, si je puis me permettre, d'enfants ayant un peu plus âgés, enfants un peu noirs, un peu frisés, et en fratrie. Donc quelque part, ça colle de temps en temps, ça match, comme on dit actuellement, mais ça ne match pas tout le temps. Et je fais partie des gens qui disent que même les enfants noirs, frisés, handicapés, la loi de 84 permet d'ailleurs aux enfants porteurs de handicap d'être adoptés quand ce n'était pas le cas auparavant. Pourquoi? Toujours pareil. Les enfants, les adultes qui font un geste aussi généreux que d'adopter un enfant, on ne va quand même pas leur fourguer un enfant handicapé. On raisonne toujours du côté des adultes, hein, et pas du côté de l'enfant. 84, hein. J'en sais quelque chose, c'est la loi que j'ai faite à l'époque. Alors tout ça pour dire que c'est pas à travers l'aide sociale d'enfance qu'on pouvait trouver des enfants à accueillir, et c'est pas même à travers l'adoption internationale qu'on pouvait y parvenir, enfin l'adoption transnationale qu'on pouvait y parvenir, en tout cas pas pour monsieur et madame tout le monde. Donc force est de reconnaître qu'en la dernière période,
on l'a dit, et je ne vais pas y revenir, autour du débat sur le mariage pour tous et l'égalité, on a pu effectivement voir des adultes de même sexe pouvoir accéder à un droit à l'enfant. À partir du moment où il y avait mariage, jurisprudence européenne oblige, ça ouvrait le droit à l'adoption. C'est pour ça que certains, comme moi ou d'autres, disaient plutôt que le mot mariage, c'est un autre rapport juridique qu'il fallait utiliser pour pas tout mélanger. Mais enfin, peu importe. Bon, en tout cas, entendez que dans mon discours, il n'y a aucune homophobie. Hein. Les homosexuels, j'en ai rien à cirer, pour dire les choses très très crûment. C'est tellement vrai que les choses ne m'intéressent pas sur le plan sexuel. D'abord que je me bats en me disant pourquoi faut-il reconnaître ouvertement un sexe à quelqu'un avant d'être un homme ou d'être une femme, on est. Qu'en sortant de l'accouchement de ma femme, du premier enfant, la sage-femme est venue me dire « ça vous intéresse de savoir si c'est un garçon ou une fille ?» J'ai comment oublié de... Je dis non, c'est un enfant, quoi. Il a 2 pieds, 2 jambes. Ce qui est important, parce que le troisième, c'est justement, ce n'est pas le cas. Mais à la limite, qu'il soit garçon ou fille, ce n'était pas ça l'enjeu. Allez, je referme la parenthèse. Donc, je ne peux pas traiter du statut juridique de l'enfant. Je renvoie au bouquin que j'ai pu faire, Le droit des enfants pour les nuls. Je vais essayer de retenir l'essentiel. L'essentiel, c'est que dans la dernière période, deuxième partie du XXe siècle, et c'est amusant, tout à l'heure je suis passé juste à côté dans la rue Françoise Dolto, on a consacré l'idée que l'enfant était une personne, non plus un objet, non plus un objet d'appropriation. D'ailleurs c'est tellement vrai qu'on dit pas combien de fois es-tu parent, c'est combien as-tu d'enfants, être et avoir. Bon, je vous donne ma conclusion en introduction. Moi, je suis sûr de l'avoir faite si vous me coupez dans le temps. Alors, tout ça pour dire que la Convention internationale sur le droit de l'enfant a consacré, non pas, j'allais dire, elle est à l'origine, parce qu'elle est le fruit de l'histoire, mais elle a consacré cette idée que l'enfant est une personne, et qu'à ce titre, il dispose de tous les droits fondamentaux de la personne, notamment le droit à être et le droit à une identité. C'est pas si évident que ça. Rappelez-vous de la politique de l'enfant unique en Chine, qui a privé 60 millions, nous dit-on, le chiffre, bien sûr, est entre parenthèses, hein, personne ne peut le vérifier, mais qui a privé d'identité 60 millions de personnes. On l'a tous vu à travers des reportages, et les conséquences que ça pouvait avoir, hein, pour la personne concernée et pour la famille de la personne concernée. Heureusement, la Chine est revenue sur cette stratégie. Donc, affirmer le droit à être, c'est important, et on sait d'ailleurs qu'en Afrique, il y a beaucoup d'enfants qui n'ont pas d'identité. C'est un des combats majeurs pour les Africains que de doter tous les enfants, toutes les personnes d'une identité. Donc, faire en sorte que les enfants bénéficient, comme toute personne, des droits universels de la personne, le droit d'être défendu, le droit d'être assisté, mais ça, c'est pas le sujet, je vais pas m'y arrêter. Des droits spécifiques, notamment le droit d'être élevé par ses parents, ou de ne pas être séparé d'eux, et des droits renforcés, notamment en matière de santé et d'éducation. Tout le monde a un droit à la santé, tout le monde a d'accéder aux soins, puisqu'on meurt tous, donc ce droit, finalement, on finit par le perdre. Mais le droit d'accéder à des soins, le droit à l'éducation, mais ils sont renforcés pour les enfants. Et puis, ce qui est encore plus intéressant, c'est que la Convention internationale, partant de l'idée qu'il est une personne, a dit que l'enfant peut être acteur de ses droits. Donc, un certain nombre de ses droits, il va pouvoir en user, sinon en abuser. Enfin, en tout cas, en user. Exemple sur notre sujet, mais on n'a pas attendu la Convention internationale pour le faire. En toutes circonstances, sur une adoption, il faut consulter l'enfant avant 13 ans pour lui demander son avis, après 13 ans pour avoir son accord. Pas d'accord de l'enfant après 13 ans, pas d'adoption, point barre. Donc l'enfant a des droits, il peut être l'acteur de ses droits, y compris, j'allais dire, ses droits personnels. L'adoption, on ne va pas entrer dans les détails sur l'adoption simple, l'adoption plénière, mais l'adoption peut changer l'identité de l'enfant, à tout point de vue. Alors, faute de temps, je vais retenir que 2 sujets, il y en avait plein d'autres, et René Friedman les a abordés. L'usage post-mortem, l'utérus artificiel, je ne vais pas m'arrêter à tout ça, j'ai retenu que deux poutres maîtresses dans le raisonnement. Premier problème, la première question qui est posée, et avec un affrontement entre droit des enfants et droit des adultes, c'est le droit pour l'enfant au respect de ses différentes affiliations. Je vais prolonger un peu ce que disait, mais pour le compléter, ce que disait tout à l'heure René Friedman, il disait en entame qu'on pouvait avoir 4 mères et qu'on pouvait avoir 2 pères. Oh non, René. On peut avoir 5 mères, voire un peu plus, et on peut avoir 3 pères, voire un petit peu plus. La mère biologique, la mère porteuse, la mère sociale, la mère juridique, la mère affective, et il peut y en avoir plusieurs. Et en tant que père, c'est pareil. Il peut y avoir le père géniteur, mais après, si l'enfant est adopté par un couple d'hommes, ça fait 3. Vous voyez, si je résume, si un certain nombre d'enfants de ce pays manquent de parents, d'autres en débordent. Ça, c'est un vrai problème. Non, mais alors pour le juriste que je suis, c'est un vrai problème. Parce qu'après, il faut articuler les responsabilités des uns avec les autres. Il ne suffit pas de dire qu'ils sont parents, jusqu'où ils sont parents, et on va le voir tout à l'heure, c'est le statut du beau-père et de la belle-mère qui est notamment posé.
Donc, ce que nous disions avec Dominique dans notre rapport, c'est qu'il fallait respecter à des échelons différents, mais ces différentes affiliations. Chacun d'entre nous est un millefeuille. Chacune de ces feuilles est respectable. C'est pas l'un ou l'autre, c'est toutes. L'affiliation génétique. Alors, il s'avère, comme ça a été dit tout à l'heure, que pour la plupart d'entre nous, nos parents étaient mariés, notre mère qui a accouché avait fait l'amour avec notre père, et ils nous aiment. Ils nous ont reconnus. Notre maman a accouché sous son nom de femme mariée, qui était conditionnel. Et tout le monde sait que je suis l'enfant. Ça baigne. Et puis de temps en temps, ça baigne pas. Ça ne matche pas. Il y a des différentiels. Bon. Et effectivement, il peut y avoir de tout ça, il peut résulter de la douleur, de la souffrance. Regardez la souffrance. C'est ce qui m'a le plus frappé dans ma carrière, quand j'étais au cabinet du ministre. Ce qui m'a le plus frappé notamment, c'est de voir ces gens qui vivaient mal de ne pas savoir qui était leur géniteur, mais plus que l'État, pour eux c'était l'État, en fait c'était le département, enfin peu importe, que l'État leur refuse d'accéder à une information qu'il avait dans son coffre. Au nom de quoi tu sais qui est mon père et tu me refuses d'y accéder? Mais ça m'appartient, j'ai le droit de savoir. Bon. Donc effectivement, chacun d'entre nous est fait de ces différentes couches. C'est ça, et c'est la somme qui fait notre altérité. Chacune de ces couches est respectable et doit être respectée. Mais on n'en est pas encore là. On a avancé. Et on y est pour quelque chose, les uns et les autres, on a avancé pour une meilleure prise en compte de la personne de l'enfant, mais ça achoppe. Par exemple, un enfant qui était abandonné par sa mère a le droit d'accéder à la connaissance de ses origines à condition que des informations aient été recueillies, mais que la mère s'y oppose pas. C'est pas un droit absolu, c'est une possibilité, alors que ça devrait être un droit, pour une raison qui est très simple. C'est qu'à mon avis, la filiation appartient à 3 personnes. À celui qui a donné les gènes masculins, à celui qui a donné les gènes féminins, et à celui qui résulte de tout cela. Il y a une copropriété, quoi. Les 3 sont propriétaires. L'un n'est pas plus légitime que l'autre, de mon point de vue, mais on peut ne pas le partager. Mais quand je me pose du point de vue des gosses et des enfants, qui sont des futurs adultes, au passage, je suis sur cette idée-là. Donc effectivement, tout à l'heure ça a été dit, on a reconnu, en créant le CNAOP, on a reconnu la possibilité, avec un accompagnement social, je disais en plaisantant, mais je ne le savais pas. Ça serait fantastique, c'est fantastique d'apprendre qu'on est le fils du président de la République. Et je disais ça un jour face à François Mitterrand, en plaisantant d'habitude, ça c'est l'humour juif parisien, en plaisantant, je ne savais pas, il a cru que je savais que Mazarine existait. Moi je ne savais pas, c'était de l'humour. Et on ne balance pas quelqu'un qui est le fils du président de la République sans précaution. Derrière cela, ça veut dire, c'est ce que je disais au cabinet à l'époque, il faut, comme ça se fait en Angleterre, un accompagnement social de la révélation. C'est pas parce qu'on apprend que son père est du Pau ou du Rang qu'on est un cas social, mais c'est pas si simple que ça pour soi et pour l'autre. Voilà. On n'a pas encore mis en place l'ensemble de ces dispositifs, et comme ça a été dit, il y a des blocages qui font que la mère peut notamment s'opposer. En revanche, je relèverais, pour m'en satisfaire, pour moi c'était la ligne rouge, que l'ouverture de la PMA à toutes les femmes a été, non pas conditionnée, mais eu pour contrepartie la possibilité d'accès à la connaissance des informations génétiques. C'était la contrepartie. Enfin, c'était pas un marchandage, mais ça, à mon avis, ça s'imposait. Alors tout ça pour dire que on est encore loin. On commence de prendre en compte de manière supérieure. Et désolé, je suis un peu juriste, un peu citoyen, mais un peu juriste. La Convention internationale, ça vaut au traité, ça vaut à la hauteur de la Constitution française. Il y a l'article 3 de la Convention internationale qui dit qu'on doit prendre en compte l'intérêt supérieur de l'enfant. Je ne suis pas convaincu qu'on prend systématiquement en compte l'intérêt supérieur de l'enfant dans l'accès aux origines. C'est souvent d'autres intérêts qui sont pris en compte, et ça me choque, même si j'ai relevé qu'au passage, on évoluait. En d'autres termes, la France n'est pas encore à égalité, nous le disions à l'époque à François Mitterrand lorsque se posait la question de la ratification de la Convention internationale. On lui disait, c'est pas notre conviction profonde, mais la réalité est de constater que la France n'est pas encore mûre pour permettre à tous les enfants de connaître leurs origines. Et de fait, imaginez que dans une famille normale, entre guillemets, pendant que papa est en train de prendre son whisky et de lire Le Monde ou Le Figaro selon les tendances politiques, et que madame est en cuisine, le gamin dit, tiens papa, on m'a donné un test aujourd'hui pour savoir si t'es bon père ou pas bon père, est-ce que tu veux bien? La mère en cuisine doit se poser une série de questions quand même. Donc, en d'autres termes, il y a des secrets de famille sur lesquels il est peut-être souhaitable de ne pas en... Donc derrière cette plaisanterie, pour dire qu'on va nécessairement devoir trouver des équilibres. Et pour l'instant, l'équilibre, il est plutôt fait
côté adulte que côté enfant, et c'est ce qui me choque. Tout ça pour une raison qui est très simple, c'est qu'on n'a pas encore eu une réflexion véritable sur ce qu'est l'enfant et sur le statut juridique de l'enfant. Nous sommes en train de la poser depuis une quarantaine d'années, mais pas plus que sur la filiation. Sur le droit des enfants, on a une réflexion fondamentale qui permet de savoir jusqu'où il faut aller et sont les limites qu'il faut poser. Et deuxième poutre que je vais retenir du raisonnement sur l'affrontement droit des enfants, droit des parents, c'est sur le droit à une filiation, le droit d'être affilié sur le plan juridique à quelqu'un. C'est amusant de voir que sur une échelle, on a, si je prends l'exemple de l'échelle, on a mis en place le deuxième barreau, qui est de mettre en place une co-responsabilité. Quand la filiation est établie à l'égard de deux personnes, ils sont également responsables. C'était pas le cas il y a 20 ans, hein. C'était pas le cas il y a 30 ans, on s'est battu pour ça. Hein. On s'est battu pour qu'en arrive là. En matière de divorce, notamment, en matière de couple non marié, c'était une bataille. 3 lois pour en arriver là. Hein, 3 lois. J'en suis témoin, j'y ai participé, c'est ma vie. Donc on a réussi à obtenir l'égalité parentale, qu'on soit marié, pas marié, qu'on vive ensemble, pas ensemble. Dès lors que la filiation est établie à l'égard de l'enfant, on est égaux en droit. Et j'ajoute en devoir. On est égaux en droit à l'égard de l'enfant. C'est la co-responsabilité parentale. Sauf qu'on a oublié le premier maillon, c'est de rendre obligatoire l'établissement de la filiation à l'égard de l'enfant. Donc il va encore dépendre des adultes que l'enfant est une filiation si madame ne reconnaît pas son enfant. Vous n'est pas déclaré comme étant la mère de l'enfant. Si monsieur ne reconnaît pas son enfant ou si madame n'engage pas d'action contre monsieur, enfin bref, l'enfant est orphelin. Notre société ne garantit pas le droit à tout enfant d'avoir une, sinon une double filiation. Implicitement, ça veut dire que c'est les adultes qui décident. Ce pays est prêt à laisser naître des enfants sans parents. Bah, si vous pensez que c'est égalitaire, que c'est juste, moi je pense que c'est injuste. Et je maintiens ce que j'ai dit tout à l'heure, parce que la parenté, la filiation appartient en copropriété au père, à la mère, enfin au père, à celui qui a fourni les éléments masculins, à celui qui a fourni les éléments féminins, et à l'enfant. Alors ça c'est un premier point. Le deuxième point qui est posé, c'est que de plus en plus, et c'est la question finale sur qu'est-ce qu'être parent. Est-ce que c'est seulement un lien juridique? Ce n'est pas qu'un lien juridique, c'est aussi un lien affectif. De facto, on a 2 millions d'enfants qui sont élevés par des personnes qui ne sont pas ni géniteurs, ni en lien juridique avec eux. Il y a un père juridique, il y a une mère juridique, il y a un beau-père ou une belle-mère, et il y a les enfants. Au passage, ça concerne 12% de la population française. Le débat sur l'adoption par les couples homosexuels, l'accueil d'un enfant par les couples homosexuels, ça concerne 10 000 personnes, 20 000 personnes. Moi, ce dont je parle, ça concerne 8 millions de personnes. Ce que je dis à la ministre, ce que je dis au ministre, qui se tourne à gauche, à droite, il a raison, M. Rosenau, il dit oui. Mais ça n'a toujours pas été fait. Apparemment, ça semble se préparer. De venir dire que la personne qui vit avec l'enfant est en droit et en devoir d'exercer des responsabilités parentales à son égard. Ça peut se faire en une phrase, hein, qui est très napoléonienne. Toute personne qui vit habituellement et légalement avec un enfant est en droit et en devoir d'exercer à son égard les actes de la vie quotidienne. Ce n'est pas désapproprier le père ou la mère légale, c'est venir dire simplement, tu te laves les dents, tu bouffes ta soupe, tu te laves les dents, tu vas au lit, tu ne regardes pas Internet, demain matin tu vas à l'école. Maintenant, s'il s'agit d'une orientation scolaire ou de sortie du territoire, c'est ton père ou ta mère juridique qui décideront. Au passage, c'est le juge pour enfants qui parle, ça éviterait un certain nombre de gosses d'être dans la toute-puissance quand leurs parents sont séparés, mais là, c'est plus le sujet. Mais c'est aussi le sujet, puisque c'est le débat sur qui est en situation de responsabilité. Et pour terminer sur ce sujet, est-ce qu'un jour, on va en terminer avec le concept même d'autorité parentale? Certes, on est passé de la puissance paternelle à l'autorité parentale, mais pourquoi définir le rapport entre adulte et enfant en situation de responsabilité? Pourquoi le définir par le pouvoir? Il faut le définir par les missions. C'est une mission d'éducation et de protection. Et pour exercer cette mission d'éducation et de protection, on a une autorité. Avoir une mission et avoir le pouvoir pour exercer cette mission, c'est être responsable et devoir rendre des comptes. Quand je dis ça à des parlementaires, même de gauche, ils me disent « tu veux casser la famille ». Au passage, parce que tout est lié, c'est toute la question du pouvoir au sein de la famille. Je vous rappelle, je le disais en plaisantant dans le hall, mais qu'il a fallu les rapports hommes-femmes. Laissons MeToo de côté, encore que MeToo nous réveille et soit une sacrée piqûre de rappel. Mais il a fallu attendre 1995 pour que le viol entre époux soit condamné par la jurisprudence. 2005 par la loi. Pour la 4e à l'époque, 5e puissance mondiale, membre du Conseil de sécurité, l'homme pouvait violer sa femme. Je sais pas, vous voyez ce que ça... Il y a encore 20 ans.
C'est tout à fait récent. Donc, en d'autres termes, derrière tous les débats qu'on peut avoir, moi, je m'en fous qu'on soit homosexuel, pas homosexuel, et ça. Les homosexuels, comme les hétérosexuels, peuvent être des bons parents ou des mauvais parents. Ça, il n'y a aucune étude qui vient démontrer que les uns sont meilleurs, les autres sont plus mauvais. La question, c'est de trouver les adultes, alors j'enlève les questions de genre, les adultes qui sont identifiés à des niveaux peut-être différents, parce qu'ils ont des responsabilités différentes, identifiés pour exercer des responsabilités au bénéfice. Et ce que je dis, c'est que l'enfant, et je boucle ma boucle, l'enfant a le droit d'avoir des adultes en situation de responsabilité. C'est ça l'enjeu. Et non pas les adultes sont en droit d'avoir des enfants. J'inverse le raisonnement. Alors tout ça pour dire que on est encore loin d'y arriver, que derrière, je l'ai grillé un petit peu dans mon raisonnement, se joue la question effectivement de la représentation qu'on peut avoir de l'enfant. Est-ce que c'est un objet de désir, un objet de plaisir? Quoique je disais toujours en plaisantant, mais plus que jamais, c'est un débat sérieux, c'est que les enfants ont droit à l'amour, mais pas à ce qu'on leur fasse. Je répète, les enfants ont droit à l'amour, mais pas à ce qu'on leur fasse. Bon, d'accord ? C'est très, très, très important. Ben oui, c'est clair. Maintenant, il faut quand même qu'on le rappelle. Pardon ? Ça s'appelle pas faire l'amour, ça s'appelle un viol. Oui, bon. Voilà. En tout cas, la question qui est posée, c'est est-ce que dans la représentation au quotidien, on va enfin quitter cette représentation de l'enfant qui est un objet de désir, sans faire de polémique, un objet de désir, ou est-ce que c'est une personne qu'on prend en compte pour elle-même? Bon, on peut concilier les deux. Moi, je pense que la majorité d'entre nous concilions les uns avec les autres. Et j'ai oublié de dire que sur le rapport du pouvoir, pour montrer que nous évoluons à la vitesse petit v, il a fallu attendre 2019 pour que la France, en 28e position du Conseil de l'Europe, en 28e position, condamne le recours au châtiment corporel, qu'on a appelé pudiquement les violences éducatives ordinaires. Parce que le mot châtiment corporel, ça pouvait éviter fessées et gifles, et donc ça pouvait donner lieu à polémique. Donc ce que je suis en train de vous dire là, c'est que sur toutes les questions qu'on est en train d'aborder, qui sont devenues d'une hyper-complexité, j'allais dire, on avance à petits pas, parce qu'on n'a pas eu encore les grands débats de société. C'est quoi être parent? C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Enfin, sur l'ensemble, c'est quoi la parentalité? C'est quoi les responsabilités? Parce que des parents découlent des responsabilités. Quel est le contenu de ces responsabilités? Jusqu'où elles vont? Comment peut-on y porter atteinte? Et comment, effectivement, fondamentalement, derrière, il y a un enfant qui est en droit d'avoir des personnes et des adultes responsables. Et tous ces débats, on est en le témoin, ça fait 40 ans qu'on essaie de les mener chacun à l'endroit où nous sommes. Vous, en étant, j'allais dire, un chercheur et un médecin, je veux dire, qui a de l'éthique, qui a du sens. Moi, c'est ce qu'on retient. Qui n'est pas seulement un bon praticien, c'est quelqu'un qui pose des questions éthiques et qui ne fait pas n'importe quoi, n'importe comment. Bon. Mais on n'a pas encore eu les grands débats politiques. On est encore sur des groupes de pression, sur des revendications des droits. Sinon, des droits sûrs. Je crois que j'en aurais terminé. Non, je n'aurais pas... J'ai mis autre chose. Ah oui, dernière chose, parce que quelqu'un était prospectif, j'ai l'être aussi. J'avais prévu de l'être. C'est ce que je disais un jour à Mme Taubira qui m'avait invité pour réfléchir à ces questions. Je dis, madame, c'était la veille de l'adoption de la loi pour le mariage pour tous, etc., etc. J'ai dit, écoutez, bon, moi je veux tout ce qu'on veut, mais à partir du moment où on quitte les repères qui sont simples, qui sont naturels, entre guillemets, ou binaires, il faut trouver à légitimer les réponses qu'on va mettre en place. Je dis, madame, imaginez demain que vous ayez 3 personnes, ils sont jeunes, ils ont 20 ans, ils sont jeunes, ils sont beaux, ils vont être riches, ils sont intelligents, etc., ils sont affectueux, et qui disent, nous, on veut adopter un enfant, on veut avoir un enfant ensemble. Alors, au nom de quoi vous allez leur refuser? Quel argument vous allez leur refuser? Ils vont vous dire, on peut acheter un appartement à 3 ou 4. En plus, il vaut mieux que le gosse il ait 3 ou 4 parents plutôt qu'un ou 2 quand même. Ça l'assure. Ah oui, en termes de sécurité sociale, de retraite, vaut mieux. En d'autres termes, il y a encore, on l'a vu tout à l'heure à travers ce qui a été dit par René Freeman et notre ami notaire, il y a encore toute une série de questions qui vont arriver et qu'on ne maîtrise pas. Et je me disais, j'étais un peu loin avec la ministre quand je lui ai dit ça, le lendemain je lis dans le journal, dans Le Monde, au Brésil, c'est la question qui était en train de se poser, de savoir si effectivement on allait autoriser plusieurs personnes à adopter un enfant. En d'autres termes, ce que nous disions il y a 40 ans, c'est qu'on était en train de soulever la marmite et qu'il y avait toute une série de questions qui allaient être posées avant même qu'on ait clarifié les termes du débat, c'est quoi la filiation et c'est quoi les responsabilités. Eh bien, on est en train d'y être confronté, la science va bien plus vite que nous.
La conclusion de tout ça, à mon avis, je ne serai pas là en 2033, mais à mon avis, les psychiatres de l'époque et les juges de l'époque, les juristes de l'époque vont avoir du boulot. Ils sont loin d'être sortis de l'auberge. Merci.